Cette émission Sous le bandeau vous est présentée par son commanditaire premium, consultantbgh.com, votre partenaire d'innovation pour les centres de contact. Hey, tu aimes ce que fait Sous le bandeau? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Sous le bandeau, /Sous le bandeau. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. $3, $5, $7 et $33. Abonne-toi. Émission numéro 88. Et là, c'est quand même une émission importante parce que l'invité que j'ai avec moi, ça va être l'avant-dernier invité dans mon studio parce que le 20 juin, je déménage en plus dans ma nouvelle maison. Mon frère, mon ami, Franck Foucric est à Québec, est au Québec. Qu'est-ce que tu fais ici, Franck? J'ai vu de la lumière. Je cherchais de la lumière, j'ai vu de la lumière, j'ai dit c'est à Montréal qu'elle est. C'est vrai. T'as raison. Eh bien, écoute, je suis vraiment content de t'avoir avec moi. T'es venu, en fait, pour le Salon maçonnique du Québec. Et là, ben aujourd'hui, c'est ta dernière journée. En fait, c'est très drôle parce que là, les gens ne savent pas, mais je veux dire, littéralement, dans une heure, je t'apporte à l'aéroport, puis bye Franck, on retourne à Paris. Là. Donc là, c'est ta dernière journée. Puis je prends le temps, en fait, de vouloir parler de ton nouveau livre. Donc, l'intelligence artificielle va-t-elle transformer la franc-maçonnerie? Je le sais, tout le monde, bon, pas encore une autre émission sur l'intelligence artificielle, mais on est rendu à cette ère-là, puis je ne peux pas me passer c'est ton dernier livre, donc c'est sûr qu'on doit absolument parler de ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre la dernière heure avec toi pour ça? Donc, ouais, mais comment tu as trouvé ton voyage au Québec? Parce que je pense que ça fait quand même assez longtemps. Tu n'étais pas venu, c'est quoi, 19 ans? Tu n'étais pas venu au Québec? C'est ça. Mais comme c'est toi qui me ramène à l'aéroport, je suis obligé de dire que c'était drôlement bien. Bonne réponse! Bonne réponse! Je dirais aux téléspectateurs... Pas pire. Non, c'était très très bien. Ouais. C'était une semaine merveilleuse. Ouais. Il y a longtemps que j'étais pas venu. J'ai vécu 5 ans ici, donc c'est ça. Ça m'a permis de remettre à jour toutes les informations, de revoir les buildings qui ont été construits en mon absence. C'est vrai. Voilà. Ah oui, puis littéralement ils attendaient que tu partes pour se construire. Tu sais, c'est quand même bien là. J'ose même pas retourner à New York. Je me suis dit, ça se trouve, il y avait 2 grosses tours devant. Si ça se trouve, je vais revenir. Elles sont plus là. Ils sont plus là, c'est ça. Ils ont enlevé. Ils ont enlevé. J'ose pas y aller. Je veux pas regarder. Ah, ben, hey, écoute, mais je suis content quand même que tu as pu retrouver la belle ville, tu sais, de Montréal. Moi, tu sais, tout le monde en tout cas, tous les Européens qui sont venus vivre à Montréal m'ont dit la même chose, c'est que Montréal, c'est comme c'est comme pas le Paris, mais c'est la ville européenne en Amérique du Nord. C'est vrai. Comparativement, si on va au Canada, ben, Toronto, ça va être plus Toronto, on va dire, c'est la ville de New York. C'est comme une copie de New York. Toi, comment en fait, tu as vécu ça, toi, à Montréal? Ton expérience dans le passé, là, quand tu étais venu ici, comment tu trouvais ça, vivre à Montréal? Tu sentais-tu un peu comme en France? Ou, non? Okay. Non, je me trouvais... C'était compliqué parce que j'essayais de retrouver comme en France, mais quand tu vas vivre à l'étranger, t'es à l'étranger, t'es pas chez toi. Ici, il y a une influence anglo-saxonne déjà, il y a une influence nord-américaine évidente. Donc, les Français qui arrivent ici ils sont nombreux, qui pensent reproduire ici ce qu'ils ont chez eux, forcément, ça peut pas marcher. Et les Québécois ont une expression d'ailleurs, ils disent quelle est la différence entre un maudit français et un français? Tu sais pas, ben, français, lui, il repart. C'est ça. Ah, fait que toi, t'es français. Voilà. Oui, je suis resté 5 ans quand même. Je l'ai entendu pendant 5 ans, j'en ai des mots. Pour vrai? Je l'avais pas entendu celle-là. Ah, bah oui, c'est ça. Bah, il y a une histoire comme ça, c'est deux quêteux, de mendiants sur la rue. Et il y en a, au bout d'une heure, ils font la manche, comme on dit à Paris, bah, ils font la quête sur le trottoir. Et puis il y en a un qui vient voir l'autre, il lui dit j'ai fait $2, t'as fait combien? Il dit j'ai fait $300. Il dit t'as fait $300, mais comment t'as fait? Il dit regarde, j'ai mis une petite pancarte, et l'autre il se baisse, il a écrit je suis français, je vais retourner chez moi.
Il n'y a pas de fortune, hein? C'est ça, c'est ça. Tout le monde paye. Tout le monde paye, il n'y a pas de problème. On va... non, c'est... La vie ici, elle est différente, donc il ne faut pas venir ici pour retrouver la même chose. Il faut comprendre qu'on est étranger, qu'on doit s'adapter à des gens qui ne nous ont pas attendus. Ça fait des siècles que les Québécois ont créé leur propre culture, donc on n'arrive pas au Canada, on arrive encore moins aux États-Unis, n'en déplaise à certains présidents actuels, mais on arrive dans une culture québécoise, et il faut apprendre cette culture, faut avoir le cœur québécois, il faut s'intégrer. Ça s'appelle l'intégration. Hein. Et puis, les Français reprochent beaucoup aux immigrés étrangers qui viennent en France de ne pas le faire. Quand ils arrivent ici, ils voudraient que les Québécois se mettent à faire des frites à la française. Non, ils n'ont pas attendu les Français pour faire des frites. Hein. Non, exactement. Puis nos frites sont déjà meilleures de toute façon. On rajoute de la sauce plus fromage, ça donne une poutine. Donc, c'est la poutine. C'est ça. Et puis, poutine n'a rien à voir avec non, c'était bien avant Vladimir. Il y a du fromage dans celle-là. C'est ça. Ça goûte bon. Quoi que j'ai pas goûté au président russe, là, on s'entend, là, mais bon. C'est pas grave. C'est ça. Je suis pas venu pour ça, on parlera d'autre chose. On va parler d'intelligence déjà. Oui, c'est ça. Du premier livre qui traite de franc-maçonnerie et d'intelligence artificielle. C'est le premier, il n'y en a pas d'autres. Oui, le deuxième s'en vient bientôt. Donc, en fait, c'est mon prochain projet. J'étais très content que tu as décidé de faire ce livre-là, mais juste avant, parce que je ne vais pas sauter du coq à l'âne, comme qu'on dirait en québécois. Quand tu dis coq à l'âne, c'est coca, c'est coca, C-O-C-A, c'est ça? C'est ça. C'est coca light, en fait. C'est ça, coca light. On va pas sauter au coca light. Bon, on a passé des animaux à de la liqueur. Non, mais je voulais revenir rapidement avec toi sur deux sujets. Le Salon maçonnique du Québec, donc tu sais que ce salon maçonnique-là, ça a été un méga succès. Oui. 161 personnes qui ont payé leur billet, qui sont venues à l'avance. Il y a moi, tout le monde, tous mes amis qui m'ont vu faire ça, tous mes amis européens ont dit, Franco, d'habituellement, un salon, on ne charge pas de billets d'entrée, mais je dis, moi, j'ai pas le choix, j'ai une salle à payer. C'est vraiment insensé. Mais on a réussi à avoir salle comble. La salle, je pense qu'elle faisait 150 personnes maximum assises. On en a eu 161 durant tout ce temps-là. On a eu des super bonnes conférences. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est de pouvoir justement t'avoir toi à la fin, le dessert. Parce qu'on pouvait voir, on peut voir les gens commencer à être un peu fatigués des conférenciers, tout ça, pas des conférenciers, mais d'avoir passé une journée au complet à faire des conférences. Puis toi, t'arrives, boum, blague par-dessus blague, donc, tu réveilles l'audience. Puis je m'en souviendrai toujours de la première rangée, là, les yeux qui ont ouvert. Oh oui! Puis là, ça commençait à parler, des gros sourires, puis ils voulaient en apprendre un peu plus. Ça paraît que tu as un peu d'expérience là-dedans. Hein? Je pense que ça fait quand même quelques années, tu sais. Mais on a eu Marie-Thérèse Besson avec Alain Noël Dubar, Yves Vaillancourt, Damien Charita qui a fait une conférence sur les couleurs de l'alchimie. Ça, c'était la première fois que je voyais ça en conférence, donc c'était super intéressant. Puis par après, Tolkien et les francs-maçons avec Alain Noël. Puis toi, comme conclusion, c'était génial. Puis là, j'ai déjà des gens qui veulent revenir l'année prochaine. Peut-être que tu vas revenir toi aussi l'année prochaine, si ça te tente de venir nous au revoir, voir le beau Québec. Parce que je pense que le monde ont vraiment apprécié. Toi, comme expérience du salon maçonnique, comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça très très bien. Il y avait évidemment, comme d'habitude, une clientèle de visiteurs curieux. Ouais. Je discutais, comme il y avait des gens qui venaient voir les livres que j'ai écrits, donc ça me permettait de discuter avec eux. Il y avait des maçons, des non-maçons, il y avait les deux. Donc, comme on retrouve dans les salons en France, il y a évidemment moins de monde parce que la maçonnerie n'a pas le même... c'est pas la même perception ici au Québec qu'en France. Moi, si tu me poses la question, est-ce que j'ai envie de revenir l'année prochaine? La réponse est tout de suite oui. Ouais. Parce que c'était une très belle journée. Tout le monde était agréable, c'était bien. Enfin, je suis reparti le soir, j'étais heureux d'être venu, heureux d'être là et puis surtout heureux de passer la semaine entière. Ah oui. Puis là, après ça, c'est ça. En plus, tu as pu venir voir notre loge Mahat au rite ancien primitif de Memphis-Misraïm. Donc, au moins, tu as réussi à visiter des loges, voir des amis en plus de longue date.
T'es pas venu dans le jacuzzi, par exemple. Nous, on a fait notre rencontre dans le jacuzzi. Toi, t'es resté à l'extérieur, par exemple. T'as pas voulu venir nous voir là-dedans. J'ai fait le maître nageur. Moi, je me suis dit, s'il y en a un qui se noie, faut toujours qu'il y en ait un au dehors qui surveille les autres. Surtout que c'est très creux, tu sais, un jacuzzi, là. Ouais, c'est profond. Mais, fait que c'était super de belle semaine. Puis, peut-être pour faire une transition avec le prochain sujet, en fait, 2 transitions qu'on peut faire. Tu sais que l'émission Sous le bandeau, on a quand même des commanditaires. Notre commanditaire, en fait, principal, notre commanditaire premium, c'est consultantbgh.com. C'est des consultants d'informatique qui font des centres de contact, téléphonie, puis ils commencent beaucoup à jouer avec l'intelligence artificielle, tu sais. Et donc là, on peut voir dans les technologies maintenant, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, ils ont des centres de contact. En fait, c'est juste de l'intelligence artificielle. Donc, tu appelles, c'est une vraie personne. C'est comme tu penses, c'est une vraie personne, tu sais. Puis les autres font ce genre de choses-là. Donc, si vous les encouragez, vous irez voir ça, consultantbgh.com. Puis ça m'a fait penser à autre chose. Puis là, c'est là qu'on avait eu une conversation sur des podcasts, tu sais. Puis là, toi, tu me montrais après ça, tu me dis, ben oui, mais regarde, qu'est-ce que Google est en train de faire présentement. Je croyais pas que c'était rendu disponible en français. Et là, on a commencé de quoi de commun avec l'intelligence artificielle qui est Sous le bandeau express, présenté par 450.fm. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre les nouvelles du site web de 450 et on va les mettre en version podcast. Donc, ça va être des mini-émissions d'environ 6 à 7 minutes au gros maximum. En fait, c'est entre 5 et 7 minutes, là, je crois, au gros maximum. Et ça va décrire la nouvelle. Donc, on fait une expérimentation, on va voir si ça fonctionne bien. Toi, tu les inclure en plus dans tes publications en plus. Donc, écoute, nos 2 audiences vont se croiser puis vont pouvoir partager. Mais toi, avec le 450, en fait, à l'ère technologique de l'Internet, ça fait longtemps qu'on est dans l'Internet, là, mais dans l'ère technologique de l'intelligence artificielle, comment tu vois, toi, le 450 évoluer dans tout ça? Il y a un mot que tout le monde connaît, tout le monde emploie, mais on finit par plus savoir ce qu'il veut dire, c'est multimédia. Oui. Donc, on est toujours très manichéen, c'est-à-dire qu'en fait, le fax a été tué par le email, qui va être tué après par le SMS ou par. En fait, il n'y a rien qui tue. Ça s'additionne. Si c'est utile, ça continue à fonctionner. Si le telex avait été utile, on aurait continué avec le telex ou le morse. Là, je pense pas. L'internet, il y aura toujours des sites internet, mais il est évident et on le voit déjà avec Google à l'utilisation. Quand tu fais une recherche, il te donne les sites web en dessous, mais il te donne sa définition. Gemini donne la définition en dessous de l'IA de ce que tu recherches. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une fusion qui va s'opérer. Il y a quelque chose qui, au fur et à mesure, en fait, va se développer. On n'en connaît évidemment pas le développement, puisque c'est ceux qui vont développer ça vont voir comment les utilisateurs vont l'utiliser. Donc, de toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que il n'y a plus personne qui écrit à la main aujourd'hui, on écrit tous avec nos ordinateurs. Enfin, je dis tous, 90 et quelques %. Il y a quelques amoureux de la plume qui ont encore envie d'écrire à la plume. Mais encore, tu as des tablettes maintenant avec des crayons. Oui. Que tu peux écrire sur la tablette. Là, ouais. Mais quand tu écris comme ça, il reste qu'il y a un correcteur dedans. Le correcteur, c'est de l'intelligence artificielle. Donc les gens qui disent « l'intelligence artificielle, pas trop », elle est partout. Cette intelligence artificielle va s'infiltrer dans tout ce qu'on fait. Et puis, ça va nous faire du gain de temps, du gain de productivité, du gain de qualité. Ça veut dire que celui qui écrivait bien avant va écrire encore mieux. Ça va améliorer. Ça veut pas dire que l'intelligence artificielle va fouiller dans ta tête et puis va se mettre à écrire à ta place et va te faire un livre. Si tu es incapable d'avoir un bon thème de livre, si tu n'es pas capable de définir tes chapitres et que tu sais pas ce que tu vas raconter, c'est pas une IA qui va le faire à ta place. C'est ça. Donc l'IA ne deviendra pas l'auteur. L'auteur sera toujours toi, mais c'est toi qui vas guider. Donc avant, tu allais à pied du point A au point B. Maintenant, tu vas avec un véhicule. Donc l'IA, c'est un véhicule. Oui. Maintenant, tu as des véhicules. Au début, il fallait tourner la manivelle, il fallait descendre de la voiture, avoir un gros bras et tourner la manivelle. Maintenant, la voiture, il n'y a même plus besoin de clé. Et puis, tu lui dis, tu m'emmènes là, et la voiture, elle t'emmène. Tu n'es même pas obligé. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a emmené dans une voiture américaine il n'y a pas longtemps, électrique, et il m'a dit, quelques minutes, tu vas voir, la voiture est conduite toute seule. C'est ça. Et elle conduisait toute seule. Tu le connais, ce garçon? Oui, je le connais très bien. C'est super belle voiture, en plus. mais c'est ça, tu sais, on est rendu dans cette ère-là. Puis ce que je disais en loge, ce que j'ai dit aussi lors du salon maçonnique, c'est que
l'intelligence artificielle, c'est un outil. Faut pas que ce soit une béquille. Parce que si c'est une béquille, ça veut dire que tu vas dépendre de ça pour vivre. C'est pas la bonne solution. C'est un outil. Ça veut dire que toi, tu contribues avec, puis tu lui donnes des ordres, puis tu lui dis, non, moi, je veux faire ça, voici mes recherches, puis à partir de maintenant, je veux que tu produis telle chose, puis il va le faire pour toi, tu sais. Mais c'est toujours sous ta direction, tu sais. Puis là, ça va te permettre d'aller encore plus loin. Puis moi, avec le travail, c'est exactement ça que je fais. Moi, j'ai plein d'outils d'automatisation que j'ai fait. Je te donne un exemple tout simple. J'ai mes courriels. Okay? J'ai une intelligence artificielle custom, que j'ai fait. Okay? Je lui dis littéralement, elle est installée sur mon ordi le perso. Là, okay? Donc, c'est pas ChatGPT, c'est vraiment sur mon ordi perso. Là. J'ai dit, va-t'en sur mon Gmail à chaque fois qu'il y a un courriel qui rentre. Peu importe le courriel, tu lis le courriel, tu identifies si ce courriel-là pourrait être une tâche pour moi éventuellement. Si c'est le cas, parfait, tu vas me mettre dans un fichier Excel, c'est quoi la tâche, qu'est-ce que je dois faire, la date que je dois faire, puis selon toi, ce serait quoi la priorité selon la teneur du message. C'est fantastique. Moi, j'ai mon fichier Excel. Puis c'est comme si j'étais en train de créer avec l'intelligence artificielle, mais tu sais, on avait les riches avaient des assistantes personnelles, tu sais, les madames ou les messieurs qui suivaient tout le temps. Ben moi, c'est mon intelligence artificielle, puis il me dit, Franco, ben aujourd'hui, tu as telle priorité. Puis là, je fais, OK, parfait. Puis là, je peux me concentrer, tu sais. Fait que ça me permet, disons, dans un travail que je fais, le travail que je fais présentement, au lieu de prendre 40 heures semaine à faire mon travail, je le fais en 15 heures. Je suis autant efficace. Et là, ça vient à une autre question qui est super intéressante avec l'intelligence artificielle, reliée avec le travail, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben maintenant, je vais juste te payer pour 15 heures de travail. Je dis, non, tu payes pour le résultat. Tu sais. Fait que quand que tu m'emploies, ben la qualité du travail, le temps que je prends, ben ça vient tout ensemble. Tu sais. C'est un montant, c'est fixe, puis c'est comme ça si tu veux m'avoir. Tu sais. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui disent que justement, ben tu sais, l'intelligence artificielle va nous faire économiser de l'argent, oui, mais peut-être non aussi. C'est parce que ça va te permettre de faire plus. T'sais. Donc oui, tu vas économiser de l'argent parce que tu vas être capable de faire beaucoup plus pour le temps que tu vas utiliser, mais tu ne voudras pas payer moins tes employés pour ça. T'sais. Mais c'est toute une question d'adaptation. Puis je pense que ça vient finalement avec une belle transition avec notre sujet d'aujourd'hui. Sur un autre sujet, encore une fois, sur l'intelligence artificielle, mais là, c'est ton livre. Donc, l'intelligence artificielle va-t-elle transformer la franc-maçonnerie? C'est intéressant parce que c'était... Pour mon troisième ouvrage que je suis sur le point de faire, on en a parlé un peu de mon méga projet que je veux faire. Ben, pour moi, cette question-là, je te dirais oui. Parce que c'est là-dessus que je veux faire mon expérimentation. Mais pourquoi ce sujet-là, Franck? Ben, parce que mon arrière-grand-père, quand il entrait en loge, il s'éclairait à la bougie. Il était venu avec une voiture hippomobile qu'il avait garée devant. Il avait certainement pas reçu sa convocation par Internet. Il n'avait pas d'ordinateur. Donc les convocations, c'est en début d'année, il les notait. Et ça veut dire que et puis l'obédience gérait autrement aussi. La comptabilité, elle n'était pas faite avec un plan comptable informatique sur un ordinateur. Ça veut dire que toute cette gestion, la maçonnerie a intégré les outils modernes, les outils comme l'automobile, comme l'électricité, comme l'informatique. Donc ça veut dire que c'est rentré dans les loges. Est-ce que ça veut dire qu'un rituel, est-ce que ceux qui pratiquent le RE2A par exemple, est-ce qu'ils le font différemment? Non, c'est la même chose. Donc ça veut dire, est-ce qu'une chaîne d'union à l'ère des robots, est-ce que ça change quelque chose? Une chaîne d'union, c'est toujours une chaîne d'union. C'est pas parce qu'il y a des robots dehors que ça va modifier. En revanche, tout ce qui est autour et tout ce qui favorise, par exemple, je donne un exemple simple, il y a beaucoup de loges aujourd'hui où la recette de l'instruction, l'instruction maçonnique, c'est ce qui va permettre à un apprenti de faire un bon compagnon de faire un bon maître, et un maître de devenir ensuite, par le fruit de ses recherches, un bon maçon. Mais si tu prends un bon maître potentiel qui a eu un mauvais second surveillant et un mauvais premier surveillant, pourquoi? Parce que ou il n'était pas là, ou il était incompétent, ou la loge, elle a passé des années à faire du syndicalisme ou de la politique au lieu de parler de maçonnerie, en fait, le maître potentiel, c'est une bonne graine qui n'aura jamais trouvé sa terre. Oui. Mais là, avec l'IA, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu peux avoir un hologramme avec un instructeur
Et si l'apprenti a envie d'aller s'instruire, il va avoir à sa disposition tout. Il peut l'avoir avec les librairies aujourd'hui. Il rentre dans une librairie, il achète un livre et il peut. Mais là, il a carrément une instruction interactive. Et là, ça veut dire que il pourra devenir maître et faire son travail d'introspection, de recherche, en ayant étudié la base. Exactement comme quelqu'un qui voudrait devenir écrivain, mais il n'a personne pour lui apprendre à lire, à écrire, à apprendre la syntaxe, à apprendre la littérature. Donc là, il y a quelqu'un ça s'appelle un algorithme personnel, qui va te connaître, qui va savoir comment toi tu abordes le savoir, la connaissance. Et là, ça va être une progression qui va assister l'instruction maçonnique. Il ne s'agit pas de rendre la maçonnerie du 3e millénaire d'un seul coup avec des flashs et puis mettre des petits capteurs partout pour te guider, parce qu'on se dit ça va être bien parce que maintenant il n'y aura plus d'erreur dans le rituel. Quand tu fais le rituel, tu auras un petit capteur avec une canne, tu sais, une canne, elle va vibrer à droite, à gauche. Non, ça c'est de la science-fiction stupide, parce que ça ferait perdre l'essence de la maçonnerie. C'est ça. Mais en revanche, tout ce qui peut aider, par exemple, la gestion d'une loge, la gestion administrative d'une loge, il n'y a rien de plaisant. Et que ce soit fait au temps de mon arrière-grand-père ou aujourd'hui, la gestion administrative d'une loge, elle est administrative, elle n'a rien de symbolique, et elle ne se fait pas pendant les travaux, elle se fait en dehors. Oui. Donc ça veut dire que la porte, elle est de nouveau ouverte, on va travailler. Si cette gestion-là, elle est faite, la loge va gagner du temps. Plus elle va gagner du temps, plus on pourra faire des choses utiles, intéressantes à l'initiatique, ou plus tu pourras baisser les frais et réduire les frais de capitation, ou permettre, puisque ce sera moins cher, de permettre à des non-maçons de pouvoir rentrer qui ne peuvent pas aujourd'hui parce que ça coûte cher. Oui. Voilà. T'as touché, je pense, j'attendais voir si tu allais répondre si tu allais répondre ce que j'avais en tête. Puis c'est exactement ça. Pour moi, c'est la maçonnerie va rester initiatique, va rester humain, tu sais, en tant que tel, mais c'est en arrière, c'est l'administratif, c'est toutes les choses que les loges vivent qui tout le monde dit que c'est de la merde, c'est tout l'administratif, tu sais. Toutes ces, comme tu dis, les finances, les votes, tu sais, toutes ces affaires-là, toutes ces questions-là de règlement intérieur et tout ça, ça peut être réglé par l'intelligence artificielle pour que quand les frères et sœurs vont être en loge, ils vont parler de leur expérience, ils vont se concentrer sur eux autres mêmes. C'est l'essentiel. C'est ça, c'est l'essentiel, tu sais. Puis même moi, pour la Grande Loge, je suis en train de développer un produit, en fait, je ne sais pas si je vais le commercialiser, mais en fait, je fais l'expérimentation sur mon obédience, puis si ça fonctionne bien, s'il y a des gens qui... En fait, ça fonctionne bien. Si les gens aiment, puis qu'ils veulent que ce soit public, on verra par après, tu sais. Mais je suis en train de construire un logiciel de gestion de loge, okay, avec un système qui va envoyer automatiquement les convocations, tu lui dis littéralement, c'est une intelligence artificielle que tu lui dis c'est quoi les points que tu veux à ton ordre du jour, il te crée l'ordre du jour, il envoie l'ordre du jour, envoie des textos aux frères et sœurs qui en ont besoin. Le côté gestion de finances, ça va chercher les montants qui ont été de besoin, ça nous donne des notifications au trésorier s'il y a des gens qui n'ont pas payé. C'est vraiment un système là, qui est tout contrôlé par un ordinateur en arrière de tout ça. Puis ça permet justement que quand que la loge a besoin de faire, un exemple pour Saint-Jean-Baptiste, le fait que notre loge Saint-Jean-Baptiste, si on a un règlement intérieur qu'on veut faire voter, on utilise le système, on envoie ça aux frères et sœurs, les frères et sœurs votent, puis si c'est fait, ça s'intègre directement dans le document, puis après ça, c'est juste un coup de maillet en loge, puis c'est terminé, merci, bonsoir. Tout le monde l'a su, tout le monde l'a reçu, tout le monde a donné son approbation, puis c'est fait, t'sais. Puis là, on se concentre sur les vrais travaux, on se concentre sur les vraies affaires. Là, donc, je suis content que de voir que de ton côté, on voit ça un peu. Alors, il y a quand même un bémol, parce que là, on a parlé, et tu en parles toi aussi, de maçonnerie initiatique et symboliste. Ouais. Mais quand tu as une loge qui se réunit parce qu'ils aiment la fraternité, mais eux, la recette initiatique n'existe pas, on vient pour faire des causeries syndicales, des causeries sociétales, des causeries, je ne vais pas te dire politiques, parce qu'elles sont assez rares, les loges où on parle politique. C'est politique et religion, j'en ai pas encore vu beaucoup. Mais de sujets de société, j'en ai vu beaucoup. Là, par contre, il y a du souci à se faire. Ouais. Du vrai souci, parce que quand tu viens en loge, tu viens pour échanger. Et échanger veut dire, c'est pas pour écouter ce que toi tu sais déjà, c'est pas... alors souvent il y a des loges qui sont constituées de frères et de sœurs, ou que de frères, ou que de sœurs,
qui ont été sélectionnés parce qu'ils pensent tous pareil, puis ils ont évacué ceux qui ne pensent pas comme eux. Ouais. C'est pour moi un non-sens, mais ça existe. Ouais. Bon, là, c'est très bien, mais tu viens pas pour écouter ce que tu sais déjà. Ben, si tu écoutes quelque chose qui vient de Wikipédia, comme ça se fait depuis quelques années, depuis qu'il y a les livres ou l'Internet, et tout, parfait. Oui. Le problème, c'est qu'avec une IA qui est 100 fois plus, qui a plus de connaissances, je te parle même pas d'intelligence, je parle de connaissances, et que tu as ça dans ton téléphone, et que tu es dans ton lit, et que tu as un petit appareil qui a des connaissances illimitées, faut m'expliquer ce qu'on va aller faire en loge pour écouter quelqu'un qui va t'ennuyer au possible avec des propos beaucoup plus ennuyeux que ton propre téléphone dans ton lit. Donc ça veut dire que tu viens en loge pour chercher quelque chose qui te manque. Et si la maçonnerie, les loges maçonniques, qui aujourd'hui se nourrissent de choses qui vont être remplacées très rapidement par une intelligence, ces loges-là ont du souci à se faire. Il va falloir qu'elles d'abord qu'elles changent de nom, parce que ça peut rester, ça peut devenir un club. Ça s'appelle un café philo, ça peut devenir un club de discussion. Mais ça s'appelle plus de la maçonnerie. Ouais. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu fais de la maçonnerie dans ton lit, puisque tu entends les mêmes propos, les mêmes choses, avec l'hologramme que tu vas faire apparaître dans ta chambre. Ouais. Donc là, il y a vraiment il y a une maçonnerie qui doit se faire du souci, qui va prochainement avoir de grosses difficultés. Mais celle qui est initiatique, mais quand tu regardes bien, la maçonnerie, depuis 300 ans, qu'elle s'est structurée en Angleterre, elle n'a jamais cessé d'évoluer et de s'adapter à la société de l'endroit où elle est. En Angleterre, elle s'est adaptée à l'allégeance prêtée au roi. Faut pas oublier que le grand maître, c'est le duc de Kent, le cousin de la reine d'Angleterre. Ouais. Paix à son âme. Les États-Unis, depuis l'affaire William Morgan, il y a 150 ans, 170 ans, elle s'est transformée d'une voie initiatique à une voie plus caritative, les Shriners, les hôpitaux pour enfants, etc. Parce que c'était son moyen de se régénérer et de se réinventer pour éviter de fermer. Ouais. La maçonnerie en France, je veux dire la maçonnerie latine, elle a fait quoi? Elle s'est divisée en deux parties. Une maçonnerie plus sociétale et une maçonnerie plus initiatique et symboliste. Ouais. Eh bien, la maçonnerie symboliste, elle va pas changer beaucoup parce qu'un rite restera un rite, on l'a dit. Mais la maçonnerie sociétale, là, en revanche, ça va être un vrai choc. Là. Il va se passer des choses, on le voit pas encore. Donc, il y a des... Qu'est-ce que tu penses qu'il va changer? Il va changer que ce que je disais tout de suite. Si je me déplace pour te parler, mais qu'à côté, j'ai une machine qui a plus d'intérêt, plus d'intelligence, plus de renvoi, plus de rapidité, plus de connaissances. Je viens de parler parce que je t'aime bien. Ouais. Tu pourras me raconter n'importe quelle connerie, ça ira très bien parce que je t'aime et j'ai envie de rester avec toi. Mais si je viens de voir parce que j'ai besoin d'informations, est-ce que toi, tu te déplacerais pour aller voir dans une administration quelqu'un qui te donnerait moins d'informations que ton ordinateur? Donc aujourd'hui, qu'a fait l'administration? Partout, c'est pareil, au Québec aussi. On a demandé aux ordinateurs et aux sites Internet de remplacer les personnes qui n'avaient pas toujours la bonne information. Là, c'est une information contrôlée par le gouvernement, ou l'administration en question, et ça informe, et ça peut informer toujours de bonne humeur, 10 000 fois par jour, alors que la personne, elle est toujours assujettie à la quantité. Donc, ça veut dire qu'il y a une réelle... En fait, toute la question, je l'ai dit à la conférence l'autre jour, c'est la différence entre l'art et la technique. Une technique, c'est quelque chose qui se reproduit pour pouvoir atteindre une perfection. L'art, c'est quelque chose qui ne se reproduit pas. L'art, si tu crées un peintre, ça met un coup de pinceau, ça peut jamais mettre 2 fois le même. Eh bien, en maçonnerie, on ne peut jamais faire 2 fois le même geste, 2 fois le même rituel, 2 fois la même tenue, c'est pas possible. Eh bien, que si tu vas en loge pour faire de la technique du blabla, ça, l'ordinateur le fait bien, tu vas plus en loge. Si tu fais pour faire de l'art, c'est-à-dire créer avec toi, et moi je peux être avec toi 100 fois, 1000 fois, il n'y aura jamais 2 fois la même rencontre entre toi et moi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on se réinvente. On fait le fil à plomb. C'est-à-dire, on est centré, je suis moi, tu es toi, et ensemble, on crée quelque chose de différent. Et là, il y a une création, et là, ça devient un art royal. Si c'est une technique royale, eh bien, de la technique royale, il n'y a pas besoin d'aller en loge. Les robots le font à notre place. Donc, cette maçonnerie sociétale du blabla et de l'invention, ce qui ne veut pas dire, attention, entendons-nous bien, je ne dis pas que le sociétal n'a aucun intérêt, que les maçons, merci à tous nos ancêtres qui ont travaillé à la maçonnerie sociétale, qu'on fait évoluer notre société. Mais à l'heure d'aujourd'hui, à cette heure, là, maintenant, faisons le bilan
de tout ce que la maçonnerie sociétale fait aujourd'hui? Pas grand-chose, parce qu'elle n'a plus de nécessité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a plein de plateformes qui ne sont pas maçonniques, qui font la même chose avec plus de succès. Ouais. Et puis, il y a autre chose qui n'existait pas avant, l'argent. Le pouvoir de l'argent vient influencer grandement. Et ça existait, ce qui ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Mais il n'y avait pas un pouvoir d'argent comme il y a aujourd'hui. La puissance du lobbying aujourd'hui fait que ce n'est pas quelques maçons avec des idées dans une pièce qui vont venir changer et influencer les milliards qu'on peut mettre à Bruxelles ou à Washington. Oui. Non, mais moi, quand je vois les projets sociétaux de la franc-maçonnerie ici au Québec, encore une fois, je pense pas que c'est la même réalité, tu sais. Mais quand les gens vont parler, ils vont inviter des conférenciers, ils vont dire qu'est-ce que nous autres on peut faire pour aider notre prochain localement, parce que nous, notre maçonnerie n'est pas impliquée dans aucun cercle politique au Québec. Il n'y a rien de ça. Là, nous, c'est totalement différent. Mais le côté sociétal, c'est plutôt de dire comment nous, comme francs-maçons, on peut agir dans la cité, puis d'intervenir, puis de faire certaines choses. T'sais. Mais je pense pas que c'est exactement la même chose qui se fait en France. Nous, on n'a jamais invité de politiciens dans une loge pour parler. Puis justement, on n'est pas assez pour dire on va vouloir influencer un vote. On n'est pas capable de faire ça. T'sais. Donc, notre sujet est un peu différent. Mais rapidement, je revenais sur un point. Je ne sais pas si tu en as parlé dans ton livre, mais je serais intéressé de t'entendre parler, parce que si on revient du côté initiatique, justement, que ça ne changera pas. Moi, j'ai vu un fléau. Littéralement, là, pour moi, c'est un problème. Okay? C'est beaucoup de gens maintenant qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle pour créer des planches pour eux autres puis les lire en loge. Puis moi, personnellement, pour utiliser pas mal les intelligences artificielles, je te dirais que j'ai accès à 347 intelligences artificielles, donc je suis capable de voir les différences de chacun, comment ils écrivent. Quand j'entends en loge maintenant les gens parler, ça sonne comme Grok. Ça, c'est un petit peu plus comme Claude, Claude AI. Ça, c'est du ChatGPT, parce que ChatGPT fait ça de telle manière. Est-ce que tu en parles dans ton livre de cette partie-là? Bien sûr. La planche avait une utilité au moment où tu allais à la librairie, parce que tu avais un contact charnel avec tes 5 sens, un contact charnel avec le travail, la recherche, l'information que tu croises et que tu produis quelque chose. Là, ça a un sens vraiment de tailler sa pierre. Mais à partir du moment où tu dis à une machine, tu lui parles, tu dis à Copilote, fais-moi une planche. Je le fais régulièrement pour montrer. Fais-moi une planche sur le fil à plomb, mais tu me la récites à la manière de Racine ou de Jean de La Fontaine, par exemple. Et tu me le fais avec des vers, et 20 secondes, et ça te sort. Tu fais quoi, le perroquet? On ne fait pas des cours de perroquet. C'est pas pour venir répéter ce qu'a dit. Alors en revanche, ce qui va se passer, et là c'est d'une évidence absolue, c'est la disparition dans les rites où on travaille avec des planches, ce qui n'est pas le cas dans le rite opératif de Salomon, où on n'est pas dans une planche lue. C'est par exemple, émulation, ou le York, on est dans des rites, là, carrément, c'est du par cœur. Ouais. Donc là, tu n'as pas de planche, parce que de toute façon, on n'interrompt pas les travaux pour faire une planche. Ou alors si tu veux faire une planche, il faut que tu interromps les travaux, tu te mets en récréation. Mais tous les rites où il y a des planches écrites et lues, comme tu le disais tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. On va te dire... maintenant, tu vas travailler ta planche, fais travailler Perplexity, ChatGPT, qui tu veux. Mais par contre, quand tu vas franchir la porte, là, tu laisses le bout de papier dehors. Tu le fais par cœur. Et puis, on veut t'écouter. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas que tu nous lises, c'est que tu nous racontes ce que tu as compris de ton travail. Parce que tu vas partager ce que... Et ça va être une évolution extraordinaire, parce que c'est plus de la lecture, c'est tes idées qui vont ressortir. Et la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ouais. Là... ça veut dire que tu vas partager ce qui te reste réellement. Et ça veut dire que l'évolution, c'est que l'intelligence artificielle va empêcher de faire des lectures de planches très, très rapidement. Parce que ça n'a plus aucun sens. C'est drôle parce que quand, à un certain degré, pas mal important, j'ai fait on appelle ça un grand oratoire. Donc là, je suis rentré dans une pièce. Ils m'ont donné, ils disent là, t'as 1 heure. T'as 1 heure pour écrire sur un sujet X. Je suis parfait. Je commençais à écrire le sujet X. Là, j'essaie de penser. Là, il n'y a pas de ChatGPT, mais c'est tout là. Ah oui, boum, 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 boum. Puis là, quand j'ai terminé, ils ont fait, bon, maintenant, tu as ton document, parfait. Écris 5 mots.
Basé là-dessus, parfait. Bon, tu utilises juste ces 5 mots-là, puis tu viens faire un grand oratoire de 30 minutes. Parfait. Tu sais, fait que je pense que moi, quand tu me dis ça, ça me fait penser à ça. Je vais même aller plus loin. Je lisais ça tout à l'heure, là, tu vois. Un professeur à l'école qui dit « J'ai la méthode infaillible pour démasquer les élèves qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire leur travail. » Alors j'étais là, je dis « Tiens, ça va être intéressant. » Et c'est vrai que je l'ai lu. Eh ben, c'est une méthode infaillible, ce qu'il fait. Ouais. C'est quoi? Je peux pas te le dire. Pas en ondes? mais si, je vais te le dire. Après, on va m'en vouloir dans la rue. De me donner la méthode. Mais non, la méthode est très simple. Ouais. C'est qu'ils donnent un travail à faire à ses élèves. Ouais. Ils vont à la maison, ils font leur travail. Qui se démerdent, ils font ça avec Claude ou n'importe qui. Et puis, n'importe quelle intelligence artificielle. Et donc, ils rendent leur travail. Et là, ils ont 17 sur 20, 18 sur 20. Le professeur, lui, il se pose même pas la question. Il prend et dit « Ah, ça vaut 17 ». Puis une fois que c'est fini, il dit « Bon, très bien ». Il leur donne à tous une feuille blanche. Et ils disent « Maintenant, vous me refaites le même travail ». Et là, il compare le travail qui a été fait à la maison et le travail. Si le différentiel entre les deux, c'est 4 sur 20 en classe et 17, ça veut dire qu'ils ont 2 problèmes. 1, ils n'ont rien compris du travail. Et 2, ils sont trop bêtes pour se faire prendre. Et c'est ça que dit le professeur. Il dit, mon pire problème, c'est qu'ils sont bêtes au point de rendre un truc où ils vont se faire rattraper après. Parce que le problème, c'est pas de se faire rattraper ou pas se faire rattraper. Le seul problème de ce professeur, c'est de s'assurer que ses élèves vont devenir des gens capables de penser par eux-mêmes, pas des gens capables de remplir d'informations. L'information, elle est dans les serveurs aujourd'hui. Mais comment tu fais pour gérer cette information au mieux pour pouvoir t'adapter à la vie, pour pouvoir servir les autres, pour pouvoir être heureux, parce que c'est le but de tout ça. Ouais. Donc c'est évidemment pas d'avoir 20 sur 20, d'être un bon élève, on s'en moque un peu dans le fond. Une autre anecdote, ma copine a reçu un courriel Ta copine, laquelle, il y en a beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. Non. J'adore ton petit sourire. Non. Tu couperas au montage, c'est pas grave. Non. Ma copine, en fait, elle reçoit un courriel de quelqu'un, tu sais. Puis là, elle lui répond, tu sais. Boum, boum, boum. Puis là, après ça, elle voit la réponse. Puis là, elle se dit, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa réponse, elle prend le courriel, elle dit, ça, c'est ma réponse. Écris-moi une réponse à ce dernier courriel-là, et c'est presque la même chose, parce que l'intelligence artificielle va toujours répéter à peu près les mêmes choses à quelques mots différents. Tu sais. Fait que donc, pour reconnaître une réponse, si c'était une vraie réponse, si c'était pas une vraie réponse, elle reprenait le départ, puis elle dit, génère-moi une réponse, puis quand elle voyait des corrélations, elle dit, OK, ça c'est l'intelligence artificielle, ça vaut rien. Tu sais. Mais c'est ça, parce que nous, au Québec, on commence à voir ça. Puis moi, je l'entends, j'entends les plantes, puis j'écoute, puis je dis, OK, non, ça c'est pas bon. Puis là, je fais mon tannant, tu sais. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends des notes durant les lectures de planches. Des fois, je m'apporte un petit calepin, je prends des notes. Puis là, j'essaie de voir, OK, ça sonne vraiment comme intelligence artificielle. Puis là, je pose des questions à l'orateur du moment à propos de cette partie-là. Puis là, je vois les jambes un peu spaghetti, puis là, qui ne sait plus comment répondre. Puis là, je sais qu'il n'a pas fait ses recherches comme du monde. Tu sais. Mais on les aime. Ça veut juste dire que ces frères ou ces sœurs-là ont encore du travail à faire sur leur pierre brute. Fait que ça, c'est parfait. Ils ont compris que c'est un processus initiatique, c'est pas un processus informatique. Tu sais. C'est ça. Donc, ça commence par I, là, mais c'est pas le même mot. Là, mais tout ça t'a pris combien de temps à faire ce merveilleux livre-là? 2 jours. Ouais. C'est l'intelligence artificielle qui a écrit. Ah oui, c'est parfait. Non, c'est bon, ça. Non, en revanche, il y a un chapitre dedans où j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me poser les questions. Donc, je l'ai fait. J'ai travaillé aussi avec l'intelligence artificielle dessus. J'ai dit, vas-y, tiens, pose-moi les questions. Okay. Voilà. Mais en général, mes livres, ça me prend... c'est un mois complet où je suis 3 semaines à 1 mois et je travaille la nuit. Parce que le jour, j'ai trop de choses à faire. Le 450, il te prend quand même pas mal de temps. Le journal, les rendez-vous. Donc, et la nuit, surtout, il n'y a pas de téléphone qui fait bip bip, toc toc, enfin, toutes les. Fait que toi, tu ne dors pas, finalement, tu laisses. Oui. Le dormir, c'est optionnel. C'est ça. Je fais des bonnes nuits, tout va bien. Pas très longues, mais je fais des très très bonnes nuits. Donc, mais je travaille assez tard. OK. Mais comme le matin, je suis debout vers 8h, 8h30.
Oui, à peu près. Donc, je peux travailler jusqu'à 2 heures, entre 2 heures et 3 heures du matin. Okay. Et quand tu te mets au travail vers 10 heures du soir, ça te fait 5 heures, ça te fait quasiment 2/3 d'une bonne journée, quoi. En plus de ce que tu as fait la journée. Ça permet de faire 2 jours. C'est cool. C'est bien. Donc, ça s'écrit. Les livres s'écrivent assez vite. Bon, après, il y a des gens qui écrivent plus ou moins lentement. Moi, j'écris assez rapidement. Okay. Ça sort vite. J'en connais qu'un seul qui va encore plus vite que moi. Ah oui? Ouais, Jean-Jacques Zambrowski. C'est le plus rapide du monde. Ah ouais? Il fait des articles, je l'ai vu faire. Il fait des articles pour 450. Il est à l'aéroport. Il me dit, écoute, j'ai une petite heure, là, je vais te faire un article sur tel sujet. Et lui, c'est pas l'IA, hein, il a tout dans la tête. Alors, il écrit ça. Bon, après, il faut remettre structuré, un petit peu de correction, peaufiner. Mais il écrit extrêmement vite. Donc, il y a des gens qui écrivent, qui peuvent te faire une planche en une demi-heure. Et puis d'autres j'en ai, moi, qui me disent, moi, si j'ai pas 3 semaines devant moi, après, c'est ça, on n'est pas tous au même rythme, on est tous différents, et heureusement d'ailleurs. Ouais. Ben moi, j'ai eu pendant longtemps le syndrome de la page blanche, tu sais. T'es devant puis j'essaie de voir qu'est-ce que je peux ajouter, puis là, j'ai commencé à écrire quelques mots, là, je suis distrait, j'ai refait, je recommence, puis moi, l'intelligence artificielle m'a aidé justement à juste m'aider à me pousser pour aller un petit peu plus loin puis accélérer les choses. Puis après ça, ben là, je pars à parler. Puis grâce à l'intelligence artificielle, des fois, moi, ma force, c'est la voix. Tu sais. Donc là, ce que j'ai commencé à faire pour des chapitres, ben, je pars mon enregistreur. Puis là, je parle pendant des heures. Puis là, sur mon sujet, puis je suis spécifique. Puis par après, ben, je prends la voix que j'ai prise, ma voix que j'ai prise, moi, je retranscris. Puis là, après ça, ben, j'ai déjà mon texte qui est comme ma base qui est là. Puis là, je peux commencer à corriger puis bonifier les choses. Tu sais. Donc, mais pour moi, c'est ça. Tu sais. L'intelligence artificielle m'a permis de pouvoir faire ça puis d'accélérer mon écriture grâce finalement à mon dictaphone. Ben, mon dictaphone, c'est mon iPhone qui refait tout ça. Tu sais. Mais ça m'a beaucoup aidé. Question, je pense qu'on en avait parlé, mais comment tu vois la maçonnerie en 2050, toi? 2050, c'est dans 25 ans. Oui. Je devrais être là, normalement. Ben oui. Ah oui. Donc, où serais-je dans 25 ans? Je pense il va toujours y avoir un fossé qui va se creuser, et plus encore, entre les deux maçonneries. Okay. Ça me semble évident. Cette maçonnerie sociétale dont je parlais tout à l'heure, elle est très utile parce que tous les gens qui travaillent pour la société sont utiles puisqu'ils travaillent pour la société, donc ils travaillent pour l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ils changent l'intérieur en changeant l'extérieur. Bon, c'est pas ma vision à moi. Je pense que pour changer l'extérieur, il faut déjà s'améliorer soi-même. Oui. Ah oui, je crois que c'est le Dalai Lama qui dit si vous voulez améliorer le monde, commencez déjà par vous changer vous-même. C'est ce principe-là. Donc, je pense qu'il va y avoir une maçonnerie spiritualiste qui va aller encore plus loin. Parce que la maçonnerie, elle est un peu bloquée depuis un moment. Quand je dis elle est bloquée, c'est qu'elle s'est bloquée avec des rituels qui sont figés et on fixe notre esprit sur les rituels en se disant « Attention, il faut respecter nos rituels, il ne faut pas qu'ils bougent ». Moi, je ne dis pas du tout. Il faut que ces rituels-là ne bougent pas, mais il faut en créer plein d'autres qui sont des évolutions et qui intègrent. C'est-à-dire que l'équerre et le compas des maçons, ça n'a jamais été inventé par les maçons, ça existait il y a 2500 ans en Chine. Donc, l'équerre et le compas, c'est chinois. Bon, les maçons l'utilisent. Les 4 éléments qu'on utilise, on retrouve ça dans des cérémonies du Bénin, on retrouve ça dans le vaudou, on retrouve ça dans le biti, on retrouve ça... On retrouve des choses de la maçonnerie un peu partout, dans des traditions, qu'elles soient africaines, qu'elles soient des choses tribales, on retrouve un peu partout. Eh bien, aujourd'hui, il faut continuer à intégrer. L'intelligence artificielle va nous permettre d'accéder, de fédérer, d'améliorer ça. Donc, 2025, je vois une maçonnerie encore plus spiritualiste pour une humanité qui va avoir besoin encore plus de se centrer, parce que ça va devenir très, très compliqué de ne pas se perdre avec toute cette distraction. Et le problème, c'est la distraction. Distraction, diviser, c'est ce qui sépare. Ouais. C'est un peu comme le diabolo. Hein. Le diabolo, c'est pas le diable, ça n'a rien à voir. Le diabolo, c'est la diabole, c'est qui est divisé. Et le symbolon, c'est ce qui rapproche, c'est ce qui réunit. Eh bien, il va falloir se réunir. Et pour se réunir, se centrer,
eh bien, il va falloir travailler encore plus et se faire peut-être aider. Parce que ce qui nous divise, c'est la technologie. Ce qui pourra peut-être nous permettre de nous rapprocher, c'est aussi la technologie. Et c'est à ça que la maçonnerie va pouvoir, justement, c'est en ça qu'elle va pouvoir servir. On le voit en France, en l'espace de 50 ans, là j'ai écrit là-dessus il n'y a pas longtemps, on a perdu 80% des effectifs des gens qui fréquentaient l'église. Ah oui. Alors, le Vatican n'a pas perdu de pratiquants chrétiens parce qu'ils ont été gagnés en Amérique du Sud. Donc, elle a un équilibre avec un marché qui a bougé. C'est le marché qui est allé en Amérique du Sud. Mais le marché, par exemple, français des chrétiens catholiques a considérablement baissé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pas faire du prosélytisme pour le catholicisme ou le regretter. Non, je dis simplement que ce qu'apportait le catholicisme et ce qu'apportent toutes les religions, c'est une spiritualité. Ouais. Et moi, je ne peux pas concevoir une vie sans une spiritualité. Et spiritualité, il y a spiritus dedans, c'est l'esprit, le monde du non-visible. Ouais. Et le monde du non-visible, en dualité, s'oppose au monde de la matière. Et le problème, j'ai rien contre la matière, c'est merveilleux, mais j'ai du respect pour la matière à partir du moment qu'elle est spiritualisée. Ça veut dire qu'une matière non spiritualisée, c'est une matière qui repose plus en rien, elle repose sur rien, elle a plus de centre. Et donc ça veut dire qu'il n'y en aura jamais assez, et il faut accumuler. Eh bien, accumuler les matières, c'est la problématique qu'on a avec l'environnement aujourd'hui. Parce que cette idéologie nous vient d'Aristote, où l'homme était au centre de la Terre et la Terre au centre de l'univers. Ben, le problème, c'est qu'avec cette idéologie-là, qui a servi de fondement au christianisme, l'anthropocentrisme, ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que non, l'homme n'est pas au centre de la Terre, qui est au centre de l'univers. On est une toute petite planète de rien du tout, et puis pour l'instant, malgré les délires de certains qui veulent aller nous faire vivre sur Mars ou ailleurs, ben, on est encore un peu condamné à avoir une seule demeure, la nôtre. Et si on ne prend pas soin et de cette demeure et de notre corps, ben, on risque probablement un de ces jours d'aller vivre en enfer. Et là, ça va être le diabolo. Là. Ouais, on va être divisé. Donc, la maçonnerie de demain, ça va être une prise de conscience de ce que nous possédons, le respect, l'appropriation, l'amour de ce que nous avons, sans aller chercher ce qu'on a au dehors. Parce que c'est déjà, et là c'est un chrétien qui disait ça, Saint Augustin, qui disait « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède ». Donc c'est toujours la même chose. C'est que penser qu'on sera heureux parce qu'avec une deuxième voiture, on sera plus heureux qu'avec une première, si on n'aime déjà pas la première, ça ne marchera pas bien. Ça marche pas. Ben non. Donc c'est de s'approprier, d'être déjà, et ça c'est le premier exercice, la conscience de ce qu'on a, la conscience de ce qu'on est. Et ça ne peut se faire que par un travail spiritualiste, et un travail spiritualiste qui passe par le langage du symbole. Ouais. C'est déjà une première approche, c'est une façon de rentrer dedans. Parce que le travail de la foi par la religion, ça marche de moins en moins, les gens sont moins en moins dans la foi. Eh bien, la recherche de la vérité, la quête de la gnose qu'on peut retrouver en maçonnerie, ça peut être un autre moyen comme planche de salut pour se connecter à la vie. Okay. Parce qu'on ne se connecte pas à la vie avec le matérialisme. C'est comme toute chose. C'est comme toute chose en réalité. C'est que c'est pas mauvais d'avoir de l'argent, c'est pas mauvais d'avoir une maison, voire deux, d'avoir une voiture ou deux. Pourquoi pas? Le problème, c'est que quand on a la deuxième, on pense qu'avec la troisième, on sera mieux. Et là, il est écrit sur le fronton de Delphes. Il était écrit « Connais-toi toi-même ». Oui, mais il y a la suite de la phrase dont on ne parle jamais. C'est la suite de la phrase, c'est « rien de trop ». Et ça, personne n'en parle jamais. C'est écrit, hein, c'est en grec. Après le sotinoton, c'est « rien de trop ». Et « rien de trop », ça veut dire « connais-toi toi-même, va dans la profondeur avec le fil à plomb, mais rien de trop ». Ça veut dire « ne va pas dans les extrêmes, tu ne pourras trouver le bonheur que dans la juste mesure ». Et c'est ça le rien de trop. Eh bien, ce rien de trop, ça ne se fait certainement pas en accumulant de la matière, en accumulant de l'extérieur. C'est en allant chercher de l'intérieur et en apprenant à l'aimer. Voilà. Apprendre à aimer ce qu'on a déjà. C'est tout un programme. C'est tout un programme, mais ça montre encore une fois que la maçonnerie doit continuer à se concentrer et aller vers cette voie-là, puis de laisser
l'intelligence artificielle à l'extérieur pour qu'on se concentre sur les vraies choses. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. En fait, tu viens de répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Oui, mais moi, je fais exprès depuis tantôt. En fait, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, bon, tu diras ça, tu diras ça. J'ai un plan, moi. C'est très spécifique. Là. Tu vois, on doit respecter l'heure. Faut que tu partes en avion. Oublie pas ça. Là, toi. Veux-tu que je te dise, quand je suis arrivé, tu étais mon brother. Maintenant, tu es mon big brother. Yeah. Voilà. C'est ça. Mais tu sais, je trouve ça génial qu'on puisse avoir cette conversation-là. Là, le livre est disponible depuis combien de temps, au juste? Alors, il est sorti aux éditions Dervy. Ouais. Et c'est, je sais plus, ça va être le 30 ou 40e de la collection. Okay. C'est Jacques Carletto, connu sous le surnom de JC, qui anime cette collection chez Dervy. Okay. Et il est sorti il y a tout juste un mois. Okay. Et c'était le premier parce qu'en fait, tu te doutes bien, enfin tu le sais, tu connais, les livres on les fait pas le jour pour le lendemain ou le lundi pour le lundi d'après. Donc ça fait 1 an qu'on travaillait dessus. Ouais. Et là, il vient de sortir, il est en librairie maintenant, on le trouve dans les librairies, chez Amazon, enfin on le trouve partout. Et enfin partout où on trouve des livres maçonniques, bien évidemment. Ouais. Voilà, et puis c'est un petit livre qui coûte pas très cher en plus, très accessible. 800 €, hein, c'est ça? Ouais, non, c'est quand même très abordable. C'est 9,90 €. Donc, quand même 10 €, c'est parfait. Oui, donc, c'est ça pour un livre. Ça se lit très bien. Et puis, c'est compliqué de faire un livre au tout début d'une technologie naissante, parce que on te retrouve, c'est un peu comme donner la météo de la semaine prochaine. C'est que la semaine d'après, on te donne rendez-vous, on te dit viens par là. Et puis on va comparer ce que tu as écrit par rapport à ce qui se fait. Oui. Et là, je n'arrive pas pour dire des vérités. Je suis pas Madame Soleil, je fais pas de la divination. Je capte les signaux faibles, comme on dit. J'essaye de les interpréter. Et j'imagine vers quoi on pourrait s'en aller. Et à partir de là, anticiper vers où on pourrait partir, c'est une façon de se préparer. Et c'est une façon de prendre un petit peu d'avance plutôt que de suivre le train et de courir après, quoi. Oui. Non, mais écoute, je vais... Littéralement, je vais dévorer ça durant le week-end. Je je repars avec, je te le laisse pas. Attends, je vais le cacher ici. Tu sais que j'ai un maillet, hein? Tu sais, j'ai un maillet, fais attention. Non, je te l'offre. Okay, parfait. Tu vois? Voilà, c'est fait. Donc, c'est mon livre. Attends, je vais le dédicacer, d'ailleurs. Oui, je vais le dédicacer. Je te dois combien, d'ailleurs? Parce que je pense que c'était 50 €, non? Je vais te donner 50 €. Je crois que j'ai un billet de 50 € dans la poche. Les gens voient ça en direct comme merde, Franco. Quand même, non? Non, mais sérieusement, Franck, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous durant toute cette semaine-là, d'avoir pu contribuer, de nous avoir présenté ce livre-là et tous les autres livres de ta collection. Pour ceux et celles qui veulent te rejoindre, en fait, comment on peut te rejoindre sur Internet? Il suffit de taper Franck Foucret. Ouais, c'est le premier lien. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos partout. Plus, c'est ça. J'ai fait des vidéos d'instruction il y a 10 ans. OK. Et ces vidéos d'instruction, j'ai eu d'ailleurs au salon dimanche des maçons du Québec qui sont venus me voir en me disant « J'ai regardé tes vidéos, c'est grâce à ça que j'ai pas quitté la maçonnerie parce que ça m'a donné envie d'aller plus loin et de comprendre. » J'ai créé des vidéos il y a une dizaine d'années et j'en regardais l'autre jour, elles ont été vues 250 000 fois. 250 000 fois. Alors là, je me suis dit, tiens, et moi, c'est du partage, c'est gratuit, évidemment, je gagne évidemment pas d'argent avec ça, c'est pas le but. Et voilà, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de partager. Parce que si on me prend la moitié de mon verre, je vais boire 2 fois moins. Ouais. Mais si je partage ce que j'ai découvert en explorant, en réfléchissant, en cultivant, si je le partage, j'ai pas 2 fois moins, j'ai 2 fois plus. Oui. Parce que de rencontrer des frères, des sœurs qui me disent merci grâce à toi, à chaque fois, moi, j'ai mon salaire, comme on dit. Ah oui. Oui, c'est un bonheur à chaque fois. C'est une fierté, mais c'est aucun orgueil. Oui. Parce que l'orgueil, c'est de se comparer et d'écraser l'autre. La fierté, c'est toi avec toi-même, quoi. Oui. Et moi, je suis là à me dire, voilà, tu fais ça, c'est pour le partage. C'est comme un père qui voit son enfant et il se dit, voilà, il est lui-même maintenant, il va grandir, il fera des enfants à son tour. C'est ça. Et quand on vient me voir et qu'on me dit, grâce à toi, j'ai continué, j'ai compris des choses, tu sais ce que je leur réponds à chaque fois? Non. Je dis, c'est à ton tour maintenant. Wow. Ouais, à ton tour, vas-y, partage ce que tu as compris et je te donne une mission, va faire la même chose que j'ai fait. Ouais. Fais une vidéo qui fait plus que 250 000 vues, c'est ça? Ça, c'est de la compétition et de la comparaison. Ça, c'est le cancer. C'est le cancer de la maçonnerie, la comparaison. C'est pas le côté adversaire là, que tu me disais, le concept? Là, Ah non,
Parce que l'ennemi, tu dois te comparer et tu dois devenir plus fort que lui pour l'annuler. Ouais. Alors que quand tu es un adversaire, c'est celui qui est sur l'autre versant. Ouais. Et sur l'autre versant de la montagne, c'est toi dans le miroir. Tu le salues, tu le respectes parce que c'est une part de toi, l'autre. Et c'est grâce à lui que tu vas grandir. Et tu t'élèves, il s'élève et on s'élève ensemble. Bon, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous vous élevez. Tu vas l'élever, il va faire 250 000 et une vue. Puis là, il va être élevé. Mais justement, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on dit pour un chien, un chat? On dit je l'ai dressé parce qu'il était sauvage. Le dresser, c'est le mettre debout, c'est-à-dire il n'est plus à quatre pattes. Okay. Un enfant... Jamais t'as entendu un parent dire « Je suis content, j'ai dressé mon enfant ». Non, on dit « Je l'ai bien élevé ». Élevé, ça veut dire qu'il se rapproche de la lumière. Ouais. Puis la maîtrise, c'est une élévation. Ben, c'est ça, c'est exactement la même chose. Et l'enseignement, c'est pas de la formation. Hein. Formation, c'est travailler sur la forme. On appelle ça une instruction. Instruction, dans son étymologie, c'est élever aussi. Ah oui. C'est-à-dire, c'est rapprocher du soleil. C'est la fleur, c'est le principe de la lumière. Ça. C'est pas fou, c'est intelligent. Mais oui, mais le langage... Mais est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Mais il y a certainement une part d'artificialité au départ, mais après, ça finit par devenir naturel. Très franchement, quand le livre... Là, tu me présentes le livre comme étant un truc... Mais au XVe siècle, quand le livre apparaît, quand Gutenberg il invente rien, les Chinois l'avaient fait longtemps avant, mais quand le livre arrive, on dit « non, pas de technologie nouvelle ». La seule chose qui est intéressante, c'est l'enseignement, parce que le grand-père enseigne à son petit-fils qui enseignera. Et là, on va perdre ça, on va tous être perdus. Bah, s'il n'y avait pas eu de livre, on n'aurait pas appris à lire, on n'aurait pas appris à écrire, et on serait encore aujourd'hui à cultiver les champs à la main. Ouais. C'est le livre qui nous a permis de nous élever. Eh bien, on va continuer à s'élever avec l'intelligence artificielle, mais au départ, ça fait peur. Les gens qui ont inventé en l'an 1000 le moulin à eau et le moulin à air, l'hydrologie, eh bien, au départ, on s'est dit ça va tuer le travail. Il a fallu 200 ans pour incorporer ça dans la production agricole, parce que les gens avaient peur. La première machine, la Jenny, je crois elle s'appelle, qui était un métier à tisser en Angleterre, ils sont venus la détruire parce que ça va nous prendre notre travail. L'humain est comme ça, il a peur. En fait, c'est Schopenhauer qui parle très bien de ça, qui dit toute idée nouvelle passe par trois phases. D'abord, elle est rejetée, après, elle est moquée, et elle finit enfin par être acceptée. Eh ben, c'est toute chose. Après, on dit j'y ai toujours cru. Ouais, enfin, souviens-toi bien au début, t'as eu peur comme tout le monde. Tout ce qu'on connaît pas, en fait, on ne connaît pas, donc on a peur. Et c'est pour ça qu'en maçonnerie, quelqu'un que tu connais pas, t'en fais ton frère. Tu le connais pas plus, mais comme c'est ton frère, tu vas t'en approcher et tu vas vouloir en faire connaissance. Tu veux du côté de la montagne, on va s'approcher pour arriver non pas dans la vallée, mais arriver au sommet de la montagne, vers la lumière. On s'élève. C'est juste ça le but du message, mais c'est parfait, ça. C'est ça. Franck, encore une fois, un grand merci. On arrive vraiment à la fin de l'émission. On a déjà enregistré. Ça fait on déjà arrive surtout à l'heure de mon vol. Parce que... toi, il va falloir que tu partes de pas long. Ton mot de la fin, mon ami? Qu'est-ce que tu voudrais dire pour mot de la fin pour l'émission? Merci. Je voudrais remercier quelqu'un en particulier. Ah oui? Il s'appelle, je ne sais pas s'il va se reconnaître, il s'appelle Franco. Oh merci à Franco. Merci à la Grande Loge Annie aussi. Bah oui. Peut-être. Merci à tes frères et sœurs que j'ai vus hier soir et puis tous ceux que j'ai rencontrés dimanche. Bah oui. Parce que ça a été une semaine merveilleuse. J'en ai rencontré quelques-uns. Pas mal. Donc, ça a été un moment de partage merveilleux. Excellent. Écoute, t'es le bienvenu. Comme je dis à chaque fois, t'es le bienvenu. Je pense que c'est mutuel. Tout le monde t'a adoré, puis t'es toujours le bienvenu. Donc, encore une fois, un grand merci. Moi, de mon côté, mon mot de la fin, c'est toujours la même histoire. Moi, dans mon émission, c'est toujours la même chose. Je dis, si vous aimez nos vidéos, de ne pas hésiter de les liker, puis ça nous aide toujours à faire des nouvelles publications. D'ailleurs, je le rappelle, on a une nouvelle émission qu'on fait avec l'intelligence artificielle qui est sous le bandeau express présentée par 450.fm. Très bonne émission. Oui, c'est ça, c'est une très bonne émission. Là, il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis. Demain, il va y avoir un 3e, puis le but, c'est de le faire à tous les jours. Donc, c'est vraiment votre quotidienne. Donc, si vous n'avez pas le temps de voir le site de Franck, parce que... Écoutez-le. C'est ça, littéralement, écoutez-le. Vous allez avoir la même information, mais c'est un homme et une femme
de robot, qu'on pourrait dire, qui lit la nouvelle, mais on pense pas que c'est un robot. On pense vraiment que c'est une conversation entre deux personnes. Donc, vous allez voir ça. C'est sur YouTube. En fait, c'est sur notre canal. Donc, c'est soulbando.com/soulbando. Sinon, c'est dans tous les articles de 450.fm. Donc, tous les nouveaux articles vont avoir aussi la version audio. Je dirais tous les nouveaux articles. C'est pas synchronisé en même temps, mais dès qu'on fait l'émission, on va l'intégrer. Ça va être intégré, oui. Ça va être intégré automatiquement. Sinon, il y a notre page Patreon, patreon.com/soulbando. On a 4 forfaits. On a le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le fameux forfait à 33$. Le forfait à 33$, c'est bien simple. Si vous vous abonnez présentement comme très illustre patron, vous allez pas juste choisir le prochain sujet que tu vas écrire, ils vont l'écrire pour toi. Donc, c'est pas fantastique. Tu vas avoir un nouveau livre qui va sortir sous ton nom, mais c'est un membre Patreon qui va le faire pour toi. Donc, vous irez voir ça, patreon.com/soulbando. Il y a notre site web, soulbando.ca. On a notre site avec nos régalia. Donc, d'ailleurs, ça bon... Là, je dis ça comme ça, là, mais tu sais, la sphère Internet, là, hein? Bon. Toi, il semble que tu as tes challenges avec certaines personnes qui sont quand même connues sur Internet. Moi, j'ai pas de conflit. Je pense pas avoir conflit avec personne. Moi non plus. Toi aussi, bon, parfait. Mais il y a des gens qui ont des conflits avec moi. C'est ça. Il y a un côté, oui, tu sais. Mais moi, il y a quelqu'un qui commence à faire qui fait des TikTok, des vidéos avec des régalias maçonniques, là. Puis ça me fait vraiment travailler. Donc là, je pense que je vais y offrir, je vais y faire des régalias sous le bandeau à la place. Comme ça va être bien. Tu sais, on révélera pas les secrets maçonniques devant tout le monde. Puis, mais sinon, si vous avez besoin de chandails maçonniques ou des chandails à l'effigie sous le bandeau, vous irez sur notre boutique, donc soulbando.ca, /boutique, puis vous avez toute l'information qui va être là. Sinon, c'est mon avant-dernière émission. Là. Donc là c'est mon avant-dernière émission avant qu'on ferme le studio, qu'on mette le feu là-dedans, puis qu'on s'en va à l'autre place. Comme on dirait en bon québécois. Donc, la prochaine émission qui devrait être la semaine prochaine avec Sylvain et Claudia, on va pouvoir faire la cérémonie de fermeture du studio. Et on aura un autre sujet. On regardera quel sujet qu'on fera ensemble. Mais sinon, mon nom est Franco. Puis, je vous dis à un prochain épisode. Ciao!